L'actualité sur Congo 26 Télévision, c'est maintenant. D'abord les grandes lignes de cette édition. Examen d'État 2025. Bien que sous occupation des terroristes rwandais, les provinces du Nord et Sud Kivu ne sont pas exclues des épreuves préliminaires de la session ordinaire. Les élèves de cette partie du pays vont aussi participer à l'ENAFEP et aux différentes étapes de l'ex-État. Ainsi en ont décidé les autorités congolaises. En Ituri, l'insécurité impacte négativement la vie de la population dans le territoire de Djougou. Les activités socio-économiques sont souvent paralysées suite à l'activisme des groupes armés. Et puis la voirie de Kinshasa, toujours pas un début de travaux de reconstruction du pont Lukaya à Mongafula. Le calvaire de la population né des dernières inondations se poursuit. Voilà tout pour le sommaire, place au développement. Le président Félix Tshisekedi a reçu l'ambassadeur de la Russie, Karl Tikaz, à la Cité de l'Union africaine. Au menu de leurs échanges, le renforcement des relations entre Kinshasa et Moscou. Le diplomate russe a salué la qualité actuelle de la coopération et a réaffirmé la volonté commune d'approfondir ce partenariat. Regardez. Au cours de cet entretien d'une quinzaine de minutes, les deux parties ont évoqué le voisin moyen de renforcer la coopération bilatérale entre Kinshasa et Moscou dans un contexte marqué par une volonté commune d'agir. Le diplomate russe a souligné la qualité de relations actuelles entre Kinshasa et Moscou tout en exprimant l'ambition commune de le porter à un niveau supérieur. Nous avons discuté des domaines dans lesquels on peut travailler pour développer les relations entre nos deux pays. Ces relations sont très bonnes. Pour le moment, on peut encore les améliorer, a affirmé l'ambassadeur Tikez. Il a également salué la teneur des échanges entre le chef d'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les qualifiant de très utiles, très ouverts et sincères. Des propos qui témoignent d'une volonté partagée d'orienter les futures actions vers une coopération plus dynamique et mutuellement bénéfique. En poste à Kinshasa depuis le 15 janvier dernier, Karl Tikez avait officiellement entamé sa mission diplomatique après avoir présenté ses lettres de créance au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. La commission spéciale de l'Assemblée nationale a autorisé les poursuites contre le ministre de la Justice, Constant Mutamba, dont l'affaire liée au fonds destiné aux travaux de reconstruction de la prison de Kisangani. Sur 19 membres, 17 ont voté pour les poursuites judiciaires. Le rapport final sera soumis à la plénière pour décision. Au total, 17 députés sur les 19 membres de la commission spéciale instituée par l'Assemblée nationale se sont montrés favorables à la levée des immunités du ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, et 2 se sont abstenus. L'action est initiée à la demande du procureur général près la Cour de cassation, adressée à la Chambre basse du Parlement en vue d'enquêter sur un présumé détournement des fonds destinés à la construction d'une prison à Kisangani. Pourtant, Constant Mutamba évoquait il y a peu, devant une foule, un complot contre sa personne, affirmant détenir toutes les preuves de corruption sur ce dossier, œuvre selon lui de ses détracteurs. La loi prévoit de son côté, dans les cas d'espèce après le quitus de l'Assemblée nationale, la démission du ministre mis en accusation. Constant Mutamba serait contraint en second lieu de se présenter devant son accusateur, le magistrat Firmin Mvonde Mambou, alors que le concerné continue de rejeter catégoriquement tous les griefs à sa charge. Le vice-premier ministre de l'Intérieur a présenté à l'Assemblée nationale les grandes lignes de la réforme de la police pour la période 2025-2029. Il a insisté sur la nécessité d'adopter ce texte pour moderniser les forces de l'ordre et renforcer la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Cette réforme vise aussi à améliorer et à rétablir la confiance entre la population et la police. Dès ma prise de fonction à la tête du ministère de l'Intérieur, j'ai veillé à mobiliser les principales structures de la police nationale congolaise. Il s'agit du commissariat général de la police nationale congolaise, organe de commandement chargé de définir la stratégie et le plan d'action en matière de prévention et de lutte contre la criminalité, mais aussi de l'inspection générale de la police nationale congolaise, organe de contrôle, garant de l'application des lois,
règlements et instructions et directives au sein de notre police. À ces structures s'ajoute le Conseil supérieur de la police nationale, dont l'opérationnalisation est prévue pour le second semestre de cette année. Ces organes qui constituent les piliers de la police nationale nécessitent effectivement un financement conséquent, d'où l'importance capitale du projet de loi portant programmation de la mise en œuvre de la réforme de la police nationale congolaise pour la période 2025-2029. Ce projet s'inscrit dans l'engagement du chef de l'État à assurer la restauration de l'autorité de l'État, l'avènement d'un État de droit et l'émergence d'une police nationale républicaine, moderne, professionnelle, compétente, répondant aux standards internationaux. Malgré un climat sécuritaire préoccupant dans les provinces du Sud et du Nord Kivu, les autorités congolaises ont décidé de maintenir la tenue des épreuves nationales, notamment l'ENAFEP et les épreuves hors session de l'examen d'État. Entre incertitude, espoir et mesures d'adaptation, les élèves, les parents et les enseignants se préparent à relever ce défi dans des zones marquées par les violences et les déplacements de population. Lors d'une causerie morale tenue mercredi à la place de la Loyauté au camp colonel Tchachi, le commandant de la garde républicaine, le général-major Ephraim Kabikiriza, a exhorté ses troupes à rester loyales et vigilantes. Il a insisté sur la nécessité de déjouer toute tentative de manipulation politique, rappelant avec fermeté la devise des FRDC. Le président honoraire Joseph Kabila, qui a voulu qu'on soit armé à soldats. Oui, nous sommes d'accord. On a été ensemble. Te servir et te sécuriser. Gloire à Dieu. Dans des bandits, dans des accueillis, biso te remplira qui parti à contre Nabiso, biso garde républicaine. Et nous l'avions fait d'une manière professionnelle. À Silisi, Ngongana Kosala Musala. Comme mboka yo kozala diriger na mutu moko te. N'élite kutu. Ya mzee Laurent Désiré Kabila. C'était pour la démocratie qu'il a mené la révolution. Ngongana ye eleki. Lelo azali président Moussous. Tangwa ye biso to signer sous contrat na ye. Zambe tata asali sabiso 5 ans à Liboso et Outikoleka sans problème. Il nous a renouvelé la confiance. Et les lobiso tozal susunaye tokokoba akokoma na suka manda na ye et puis la lobby angwa kokoma. Et oyo akoyasima ce qui est à renouveler biso confiance mais na yebi biso ba okabi oyo tokozal sute tostokoli. Badjoué Nangata Moussouba Ngonde Bakozala, Bako signer contrat. Vous allez continuer jusqu'à la fin. Nous sommes la garde républicaine. Tozana couleur politique à mon côté. Par contre, Tozali Kotosa, mi beko ya constitution et pessibiso mission. La deuxième phase du projet Ensemble pour la paix et la gouvernance sécuritaire dans l'Est de la RDC a été lancée le lundi 26 mai à Bunia en Ituri par le gouverneur Johnny Luboya Kachama en présence de son collègue du Nord Kivu, le général Évariste Somo. Ce programme vise à renforcer la gouvernance sécuritaire et participative dans ces deux provinces encore sous état de siège. Le programme met un accent particulier sur la gouvernance inclusive comme levier de cohabitation pacifique entre les communautés et réaffirme la nécessité pour les milices encore actives de déposer les armes et cesser les violences qui compromettent les avancées obtenues jusque-là. Le général Johnny Luboya Kachama a lancé un appel à tous les acteurs impliqués dans ce programme à jouer pleinement leur rôle pour l'amélioration de la sécurité à l'est du pays, principalement en Ituri. De son côté, Évariste Somo, gouverneur du Nord Kivu, a insisté sur la nécessité de travailler pour une paix durable dans cette partie du pays. Actuellement, nous sommes en train de cheminer vers la paix.
nous sommes informés tous des démarches qui sont menées à haut lieu pour que la guerre s'arrête. Nous espérons que ces efforts-là vont être capitalisés et aller vraiment vers la fin de la guerre. Le Nord Kivu particulièrement a besoin de cette situation-là pour que nous nous lancions dans les efforts de reconstruction comme ce que nous venons de constater ici, par exemple à Ituri, où la transformation est tout simplement palpable. Sans la paix, tout cela ne peut pas arriver et donc c'est ça mon souci. Une centaine de personnes ont pris part à cette cérémonie de lancement, parmi elles des chefs coutumiers, des membres de la société civile, ainsi que des experts du ministère de l'Intérieur venus principalement de Kinshasa. Ce projet est financé par le gouvernement néerlandais dont la hauteur n'a pas été révélée. Les activités socio-économiques paralysées suite à l'activisme des groupes armés dans le territoire de Djougou. Selon le constat, malgré la calmie sécuritaire observée dans certains coins de la province de l'Ituri, à l'aspect sécuritaire s'ajoute l'état des routes et le délabrement de certains ponts d'intérêt économique. Le point avec Joël Balinda depuis l'Ituri. Les territoires d'Ndjougou, depuis 2017, étaient plongés dans les cycles de violence, provoquant un déplacement de la population et paralysie des activités socio-économiques dans certains villages. À ce jour, malgré les efforts fournis par le gouvernement à place, plusieurs difficultés liées aux infrastructures restent à accomplir, notamment pour la réhabilitation de certains axes routiers et la construction des ponts. À cela s'ajoute également le renforcement de la sécurité par l'armée loyaliste sur certains axes routiers. Cette élite du peuple de cette région appelle le gouvernement à se pencher aux difficultés de la population, surtout dans le secteur de Banyali-Kilo à territoire d'Ndjougou. C'est quotidien donné. On avait toujours l'habitude de nous envoyer des sociétés qui venaient de loin. Mais maintenant, comme on a une société des fils d'immigrés, alors à tout moment, s'il y a des problèmes au niveau de la route, la société vient intervenir. Malgré la reprise des activités socio-économiques dans certaines régions, plusieurs groupements et villages restent sous occupation des groupes armés. Pour que la zone minière soit stable, il va falloir que le gouvernement puisse nous aider à déployer les militaires dans des milieux, par exemple, lycée, c'était Grassat, là où on a laissé aux rebelles. Nous avons le groupement Kilongozi. Nous avons le groupement Boraki, nous avons le groupement Kabakaba, nous avons le groupement Mariakizungu, nous avons le groupement Balang. Alors tous ces groupements-là sont gérés par les rebelles. C'est pour cette raison que nous avons dit, si le gouvernement veut réellement donner la paix dans la zone minière, il va falloir que le gouvernement puisse aider cette population-là. Parce que la façon dont la population vit là-bas, vous-même vous allez regretter, ils sont dans la brousse, aucune assistance humanitaire, ils sont isolés. Ils n'ont pas d'accès d'aller au champ, ni d'aller puiser même de l'eau. Toutefois, plusieurs efforts sont en train d'être fournis pour les leaders communautaires et politiques, en vue de pacifier totalement cette zone, souci ultime du président de la République. À l'occasion du 3e anniversaire de l'Alliance des Congolais progressistes, parti créé par Jean-Tiningo Bilambaka, les cadres de cette formation politique se sont réunis mercredi 28 mai à l'hôtel Pullman. Ils ont échangé autour des fondamentaux idéologiques du parti et de la contribution de ce parti au sein de l'Union sacrée de la nation. C'est dans une ambiance d'effervescence que ces militants et cadres de l'Alliance des Congolais progressistes, ACP, vêtus aux couleurs de leur parti, ont célébré le 3e anniversaire de la formation politique chère au sénateur Jean-Tiningo Bila. Il était question lors de cet événement de réfléchir autour de l'idéologie du parti et de son apport au sein de l'Union sacrée de la nation, comme l'a souligné l'autorité morale Jean-Tiningo Bilambaka. À lui de rendre hommage à l'assistance. Nous sommes dans la joie de commémorer les 3 ans d'existence de notre parti politique, l'Alliance des Congolais progressistes, ACP en sigle, dont l'histoire à ce jour nous conforte dans la vision qui était la nôtre, celle de contribuer au progrès de notre pays et impacter positivement les sociales de son peuple ou bien de sa population. Avant de continuer mon exposé, permettez-moi de rendre un puissant hommage à la mémoire
de nos vaillants camarades qui nous ont précédés dans l'au-delà. Prenons la parole, Maître Freddy Bozeke, élu de la circonscription électorale de Mouchi, a défini les objectifs du parti et son apport au sein de l'Union sacrée de la nation durant ces 3 années d'existence. L'apport de l'ACP et de son président national auprès du président de la République et au sein de l'Union sacrée. Et un parti politique existe ou ne peut être créé que pour conquérir le pouvoir, gérer le pouvoir et conserver le plus longtemps possible le pouvoir. Le président de la République a bénéficié de l'accompagnement de la CEP. Ici de noter que l'ACP continue ses réflexions autour de son autorité morale jusqu'au 1er juin pour la première fois depuis sa création, le 28 mai 2022. À Mangafula, la population fait face à un véritable calvaire depuis l'effondrement du pont Lukaya lors des inondations d'avril dernier. Alors que les jours passent et que les promesses de reconstruction se font attendre, les habitants doivent naviguer à travers des conditions précaires pour relier leur quartier, mettant en lumière l'impact négatif d'infrastructures défaillantes dans leur vie quotidienne dans un contexte où les catastrophes naturelles deviennent de plus en plus fréquentes. Il est impératif que des mesures préventives et des travaux de reconstruction soient engagés rapidement pour éviter que cette situation ne se transforme en une crise humanitaire durable. Le rêve européen du Real Betis s'est brisé mercredi soir sur la pelouse de l'Aviva Stadium, opposé à Chelsea en finale de la Ligue Europa Conference. Le club espagnol, avec Cédric Bakambu en attaque, s'est incliné sur le score sans appel de 4-1. Un revers cuisant privait le club andalou et l'international congolais d'un premier sacre continental. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Après, voilà, on a joué contre Chelsea, on n'a pas joué contre, entre guillemets, une équipe de boulanger. Donc on savait à quoi s'attendre, on savait que Chelsea avait de la ressource, ils l'ont démontré lors de la seconde période. Très attendu après un parcours remarquable jusqu'en finale, aligné en pointe, Cédric Bakambu, auteur de 8 buts sur 20 des matchs joués en Conference League, a tenté d'apporter sa vivacité et son expérience dans les duels. Malgré quelques mouvements prometteurs, l'attaquant congolais des 34 ans n'a pas pu inverser la tendance face à une défense des Bleus parfaitement en place. Score final 4-1 en faveur de Chelsea. L'écart reflète les niveaux observés sur terrain entre une équipe habituée de grands rendez-vous européens et une autre encore en apprentissage à ces niveaux. Pour Cédric Bakambu, qui a rejoint le Real Betis cette saison, avec objectif d'apporter son expérience et atteindre des sommets européens, cette défaite représente un coup dur. L'ancien joueur de Villarreal, Marseille et Olympiakos voit ainsi un nouveau rêve européen s'éloigner malgré une contribution honorable tout au long de la compétition. Malgré cette défaite amère, l'aventure de Real Betis en Coupe d'Europe restera dans le mémoire. Et pour Cédric Bakambu, l'histoire ne peut être terminée à l'image de sa carrière. Il pourra encore rebondir là où on ne l'attend pas. Fin de cette livraison, je vous rappelle les principaux titres. Examen d'État 2025, bien que sous occupation des terroristes rwandais, les provinces du Nord et Sud Kivu ne sont pas exclues des épreuves préliminaires et de la session ordinaire. Les élèves de cette partie du pays vont aussi participer à l'ENAFEP et aux différentes étapes de l'État. Ainsi en ont décidé les autorités congolaises. En Ituri, l'insécurité impacte négativement la vie de la population. Dans le territoire de Djougou, les activités socio-économiques sont souvent paralysées suite à l'activisme des groupes armés. Et puis la voirie de Kinshasa, toujours pas un début de travaux de reconstruction du pont Lukaya à Mangafula. Le calvaire de la population né des dernières inondations se poursuit. Merci de nous avoir suivis et au revoir.